Le 7 novembre, la presse scientifique commence à s'animer autour d'une annonce en apparence discrète, mais néanmoins révolutionnaire. Dans les couloirs de plusieurs instituts de recherche, des murmures circulent à propos d'une jeune étoile baptisée ST6, levée dans le grand nuage de Magellan à environ 160 000 années-lumière de nous. On raconte que le télescope spatial James Webb, souvent désigné sous l'acronyme JWST, aurait débusqué des composés organiques à l'état solide dans cet environnement extragalactique. Cette découverte, encore en cours de vérification, suscite un enthousiasme rare chez les astronomes et spécialistes de la chimie interstellaire, car elle pourrait réécrire ce que l'on sait de l'émergence des molécules prébiotiques au-delà des frontières de notre galaxie. Les premières alertes médiatiques s'avèrent volontairement prudentes, mais quelques voix autorisées confirment déjà qu'il s'agit de la détection d'alcools et d'esters gelés autour de grains de poussière, dans une zone réputée pour sa faible teneur en métaux et son intense rayonnement ultraviolet. Pour bien comprendre pourquoi cet événement suscite une telle effervescence, il faut revenir à la genèse de l'observation, prévue depuis un certain temps et qui, en mars 2024, va avoir lieu grâce à l'instrument MIRI, acronyme signifiant Mid Infrared Instrument, installé à bord du JWST. À l'approche du mois de mars 2024, l'équipe de recherche, pilotée par la scientifique Martha Sewiwo de l'Université du Maryland et affiliée à la NASA, finalise la phase préliminaire de calibration et de ciblage. Le choix de la jeune étoile ST6, située dans une région du Grand Nuage de Magellan associée à des nurseries stellaires, n'est pas le fruit du hasard. Cette zone, précisément localisée à proximité d'une nébuleuse appelée N158 et pas très loin de la spectaculaire nébuleuse de la Tarentule, est connue pour son intense activité de formation d'étoiles massives. En raison de sa faible métallicité, c'est-à-dire d'un déficit en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, elle est considérée comme une sorte de laboratoire cosmique, permettant de plonger dans des conditions analogues à un passé plus lointain de l'univers. Les chercheurs souhaitent savoir si la chimie complexe observée dans notre propre galaxie peut aussi se développer dans des milieux a priori moins favorables. Lorsque MIRI commence à collecter ses spectres dans l'infrarouge moyen, les signaux reçus depuis ST6 laissent entrevoir, sous forme de bandes d'absorption, des signatures inhabituelles, trahissant la présence de molécules organiques complexes. Cette idée, encore hypothétique au printemps 2024, fait l'objet de multiples analyses en laboratoire, pour confirmer qu'il s'agit bien de glaces organiques qui se sont formées à la surface de grains microscopiques. Au fil des mois qui suivent, la communauté scientifique retient son souffle, attendant les résultats de l'ajustement entre les mesures spectrales et les courbes de référence générées à basse température avec des mélanges simulant les glaces interstellaires. Les chercheurs comparent les données aux signatures issues de glaces contenant de l'eau, du méthanol, du dioxyde de carbone ou encore des composés plus complexes comme l'éthanol et l'acide acétique. Ils reproduisent en laboratoire à des températures négatives extrêmes, toujours exprimées en degrés Celsius, puisqu'on évite ici tout recours à une autre unité, les mélanges censés se former dans ces milieux extragalactiques baignant dans un fort rayonnement ultraviolet. Lentement, la courbe d'absorption typique de la glace contenant de la méthanol, dont la formule chimique s'écrit CH3OH, un carbone lié à 3 hydrogènes et un groupement hydroxyle, émerge des données. En parallèle, d'autres indices laissent penser que l'éthanol, noté C2H5OH, 2 carbones reliés à 5 hydrogènes et un groupement hydroxyle, pourrait également être présent. Dans la foulée, l'acétaldéhyde, défini par CH3CHO, c'est-à-dire un groupe CH3 attaché à un groupe CHO, et le formiate de méthyle, noté HCOOCH3, une molécule plus complexe, associant un groupement formyle à un groupe méthyle, pointent le bout de leur signature dans les spectres. De quoi surprendre plus d'un spécialiste, même parmi ceux qui anticipaient la possibilité de voir apparaître quelques alcools modestes. Finalement, l'analyse rigoureuse aboutit à la révélation qu'un acide, l'acide acétique, noté CH3COOH, est lui aussi détecté. Cela génère aussitôt un vif intérêt, puisqu'il s'agirait de la première identification convaincante de cet acide dans une phase glacée, et qui plus est, en dehors de la Voie lactée. Ce résultat ne se limite pas à l'énumération de quelques molécules exotiques. Il s'inscrit dans un contexte bien plus vaste, lié à la question de l'origine du vivant. Nombre de scientifiques qui étudient l'exobiologie s'accordent pour dire que ces molécules organiques complexes peuvent servir de briques de base dans les processus chimiques qui mènent, à terme,
à l'apparition de structures autoréplicatives et, potentiellement, à la vie. Le fait de repérer du méthanol, de l'éthanol, du formiate de méthyle ou de l'acide acétique dans un milieu régi par une abondance réduite en métaux, ce que l'on nomme parfois une métallicité inférieure à celle du Soleil, démontre la résilience de la chimie organique. Même lorsque les conditions ne semblent pas optimales, avec une dose soutenue de rayonnement ultraviolet capable de dégrader nombre de liaisons moléculaires, les grains de poussière glacée parviennent à assembler ces briques prébiotiques. Bien avant que ne naissent de futures planètes, complexité chimique est déjà en train de se développer. Comprendre ce phénomène confère une nouvelle portée au concept de prébiogénèse. Non seulement ces processus d'assemblage moléculaire sont plausibles dans notre propre galaxie, mais ils pourraient s'étendre un peu partout dans l'univers. De nombreux chercheurs y voient la confirmation que la formation d'éléments propices à l'émergence de la vie n'est peut-être pas un privilège de la Voie lactée. Au contraire, elle pourrait être universelle, ou en tout cas très répandue, dès lors que des grains de poussière sont recouverts d'une mince couche de glace prête à réagir chimiquement. Parallèlement, on comprend que cette première détection extragalactique de glaces organiques ouvre la porte à une série de nouvelles observations. Les chercheurs anticipent déjà l'emploi futur de ce même instrument MIRI ou d'autres capteurs du JWST pour traquer des signaux similaires dans des régions analogues du Grand Nuage de Magellan ou encore dans le Petit Nuage de Magellan. Ils envisagent des programmes d'observation qui permettraient de dresser la carte détaillée des composés organiques existants dans ces galaxies satellites de la nôtre. Le fait de pouvoir comparer la richesse moléculaire d'un environnement à faible métallicité avec celle de notre Voie lactée pourrait mettre en évidence des chemins chimiques inattendus ou des réservoirs de molécules dont on ne soupçonnait pas l'existence hors de notre galaxie. Avec chaque nouvelle détection, un élargissement du catalogue des molécules prébiotiques s'annonce, et l'on peut facilement imaginer l'effervescence qui régnera lorsque les scientifiques pourront établir un lien direct entre la formation de ces glaces et l'émergence de futurs disques protoplanétaires autour des étoiles. Cela étant, la découverte n'en est qu'à ses débuts. Il reste énormément à faire pour préciser la quantité exacte de chaque molécule, évaluer leur distribution spatiale autour de ST6 et déterminer les conditions exactes de la formation de ces glaces. Les chercheurs évoquent déjà la nécessité de faire appel au réseau ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, pour compléter les données récoltées dans le gaz, car la portion solide de la matière interstellaire n'est qu'une partie de l'histoire. On peut imaginer alors, dans les années à venir, un travail concerté entre les longueurs d'onde millimétriques, celles d'ALMA, et infrarouges, celles du JWST, afin de saisir l'ensemble de la chimie qui se produit au cœur de ces cocons stellaires. Cette synergie permettra de voir si le glycolaldéhyde, jusque-là pressenti, existe bien dans les glaces de cette région ou s'il se trouve davantage dans la phase gazeuse. Dans tous les cas, on assistera vraisemblablement à une effervescence scientifique soutenue, tant l'enjeu est important pour comprendre les mécanismes d'émergence de la complexité moléculaire. Une autre étape clé sera de définir précisément la répartition spatiale des glaces autour des jeunes étoiles. Les scientifiques souhaitent élaborer de vraies cartes bidimensionnelles, voire tridimensionnelles, en utilisant la technique de la polarimétrie infrarouge. Le principe est de mesurer la façon dont ces grains alignés dans le champ magnétique local modifient la lumière. Une telle mesure, couplée à la spectroscopie, aide à localiser les zones où les glaces sont plus abondantes ou plus opaques. On peut alors reconstituer l'architecture du cœur moléculaire et voir si certaines régions sont plus propices à la concentration de molécules organiques complexes. Dans le même temps, la détection plus précise du flux ultraviolet, issu de l'étoile elle-même ou d'étoiles voisines, pourra éclairer le degré d'irradiation subi par ces glaces. La combinaison de tous ces indices permettra de mieux comprendre les différences de composition chimique au sein d'un même nuage. Il est possible qu'une zone fortement exposée aux rayons ultraviolets présente une chimie plus fragmentée, alors qu'une zone plus abritée, riche en poussière dense, favorisera la formation et la préservation de liaisons carbonées complexes. Cette répartition inégale de la chimie pourrait avoir un impact décisif sur les futurs disques protoplanétaires, et par suite, sur la capacité de ces systèmes à donner naissance à des planètes habitables. Depuis les premières explorations radio menées dans la moitié du XXe siècle, la zone centrale de notre galaxie
ne cesse de dévoiler ses mystères. Les astronomes ont vite remarqué une puissante source située dans la constellation du Sagittaire, baptisée Sagittarius A, autour de laquelle s'organise un véritable balai de gaz et d'étoiles. Avec l'avancée des techniques d'observation, il est apparu que cette source coïncidait avec un trou noir supermassif d'environ 4,3 millions de fois la masse du Soleil, aujourd'hui connu sous le nom de Sagittarius A étoile. Au fil des ans, la cartographie détaillée de cette région a révélé un bulbe très dense, couronné par une barre centrale qui canalise de grandes quantités de matière vers un anneau moléculaire localisé à une centaine de parsecs du noyau. Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, ce qui situe cet anneau à quelques centaines d'années-lumière seulement du centre exact, la même où la gravité du trou noir façonne l'environnement. Cet anneau moléculaire est un réservoir de gaz et de poussière, où la densité et la pression atteignent des niveaux exceptionnels. En son sein, on trouve principalement de l'hydrogène et de l'hélium, mais aussi un cortège de composés plus lourds, issus du recyclage stellaire et des flux de matière acheminés par la barre centrale. Les vitesses de collision entre particules y sont parfois très élevées, du fait des fortes turbulences et des nombreux chocs générés par l'interaction gravitationnelle de milliers d'étoiles massives. Le rayonnement ultraviolet et les rayons cosmiques favorisent aussi des réactions énergétiques inattendues. Les grains de poussière, recouverts de glace composée d'eau, de monoxyde de carbone ou encore d'alcool simple, subissent des bombardements incessants qui forment des précurseurs organiques plus complexes. Ainsi, malgré le rayonnement intense et la proximité d'un trou noir supermassif, ce milieu agit comme une véritable fabrique moléculaire, suscitant l'intérêt des astrophysiciens qui tentent de décrypter les mécanismes spécifiques à cette zone extrême de la Voie lactée. Ces observations offrent un aperçu unique sur la robustesse de la chimie organique, même sous un intense bombardement radiatif. Plus on s'approche de Sagittarius A étoile, plus l'environnement gagne en complexité. Le trou noir supermassif, malgré une apparence calme, exerce une force gravitationnelle redoutable sur le gaz en orbite. Des sursauts de rayonnement X jaillissent parfois du disque d'accrétion, où la matière tourbillonne à très haute température avant de franchir ce point de non-retour. Des jets puissants peuvent même perturber la distribution des nuages. Néanmoins, même si ces phénomènes ont de quoi vaporiser un grand nombre de structures, on trouve encore d'impressionnants complexes gazeux comme Sagittarius B2, fameux pour sa richesse en molécules organiques. Les chercheurs y détectent toutes sortes de composés, tels que l'ammoniac, des acides aminés simples ou certains alcools, démontrant la robustesse de la chimie du carbone. Certains segments de ces nuages demeurent protégés des rayonnements les plus violents, leur permettant de conserver une fraction de glace stable. Les études actuelles visent à cartographier précisément ces poches plus denses, pour évaluer à quel point elles participent à la création de molécules prébiotiques en plein cœur galactique. Cette persistance moléculaire étonne d'autant plus qu'elle se produit si près de forces gravitationnelles extrêmes. L'anneau moléculaire d'une centaine de parsecs de rayon n'est pas seulement un site de rassemblement pour la matière. Il abrite aussi des régions où de nouvelles étoiles massives peuvent se former, alimentées par la concentration accrue de gaz. Les astronomes pensent que ce mécanisme de compression, lié aux résonances orbitales générées par la barre centrale, entraîne une accumulation qui se solde parfois par un effondrement gravitationnel. Les nuages qui en résultent sont alors truffés de jeunes objets stellaires et de proto-étoiles enveloppés de disques poussiéreux. Dans ces enveloppes, les glaces s'avèrent essentielles à la chimie organique, fournissant un substrat solide sur lequel se greffent atomes et radicaux libres. Les températures, localement inférieures à moins 150 degrés Celsius, facilitent la condensation de nombreuses molécules. L'irradiation ultraviolette, ou le bombardement de particules énergétiques, induisent ensuite des réactions complexes, permettant la naissance de précurseurs carbonés plus imposants. À mesure que les proto-étoiles chauffent leur environnement, certains composés se libèrent en phase gazeuse, favorisant une cascade de réactions supplémentaires. C'est ainsi que, même près du centre galactique, la genèse de briques moléculaires se poursuit. Les astronomes continuent l'acquisition de données, confirmant la validité. Les conditions physiques extrêmes qui règnent dans le bulbe et autour de la barre centrale présentent également un intérêt majeur pour l'étude du rôle des chocs et du rayonnement cosmique.
le flux continu de particules hautement énergétiques pénètre les nuages, fractionne parfois les molécules existantes et crée des ions ou des radicaux, lesquels vont amorcer de nouvelles réactions. Dans des laboratoires terrestres, on mime ces processus en exposant des échantillons de glace à des faisceaux d'ions pour reproduire ce qu'affrontent les glaces du milieu interstellaire. Les résultats ont montré que, loin de détruire toute complexité chimique, ces impacts peuvent générer des liaisons inédites et favoriser l'émergence de chaînes carbonées plus longues. Il en résulte de véritables précurseurs de molécules organiques, ce qui éclaire la façon dont, même près d'un trou noir supermassif, la matière parvient encore à s'assembler en structures potentiellement utiles dans un contexte prébiotique. En parallèle, l'intermittence des sursauts en rayons X liés à l'activité du trou noir peut aussi marquer la chimie locale de signatures spécifiques, laissant dans le gaz des empreintes révélatrices d'événements passés. Chaque cycle de irradiation renouvelle le paysage moléculaire dans cette fournaise cosmique. Au-delà de ces processus violents, l'ensemble du bulbe stellaire déverse aussi des éléments lourds dans le milieu environnant. Les étoiles âgées, en fin de vie, relâchent des vents chargés de carbone, d'oxygène et d'autres atomes critiques pour la chimie organique. Chaque supernova enrichit la région en métaux qui se condensent sur les grains de poussière. Par conséquent, même dans ce cœur agité, les ingrédients nécessaires à la création de molécules complexes restent disponibles. Ajoutons que la barre centrale, en canalisant le gaz vers l'anneau moléculaire, concentre davantage ces matériaux. L'environnement extrême du centre galactique favorise en permanence un renouvellement de la poussière et une redistribution de glace potentiellement porteuse de chimie prébiotique. Les chercheurs soupçonnent depuis longtemps que de telles circonstances pouvaient stimuler l'émergence de briques carbonées élaborées, car les surfaces solides constituent un socle de réaction indispensable en astrophysique. Un grain de poussière glacée agit alors comme un laboratoire, où l'on voit atomes et radicaux réagir, puis se libérer partiellement pour aller former d'autres composés. L'intense densité stellaire et le trou noir supermassif ne brident donc pas l'évolution chimique. Au contraire, ils renouvellent sans cesse le stock de matière. Dans ce cadre, la comparaison entre le cœur de la Voie lactée et des galaxies voisines comme le Grand Nuage de Magellan éclaire notre compréhension de la chimie cosmique. Dans le centre galactique, on bénéficie d'une abondance plus élevée en éléments lourds, issus du recyclage stellaire intensif. Pourtant, la mise en évidence de molécules complexes dans des environnements moins riches en métaux, hors de la Voie lactée, suggère que la chimie prébiotique ne se limite pas au milieu confortable. Le bulbe, la barre et l'anneau moléculaire incarnent un laboratoire géant où s'opèrent en accéléré des processus qui se déroulent peut-être plus lentement ailleurs. Chaque région subit des flux de particules, des bombardements ultraviolets et des influences gravitationnelles intenses. Malgré tout, les glaces organiques abondent, prouvant que la nature parvient à établir et maintenir des structures carbonées, même dans des conditions extrêmes. Cette robustesse alimente les spéculations sur la possibilité d'une formation généralisée de briques de la vie dans l'univers. Observer comment la poussière et la glace s'y comportent revient à comprendre les recettes élémentaires qui façonnent la complexité moléculaire, depuis le centre de la galaxie jusqu'aux plus lointaines contrées stellaires. Au cœur de notre galaxie, de vastes flux de gaz et de poussière circulent dans des bras spiraux qui se dessinent autour d'une barre centrale. Ces bras, comme le bras de Persée ou notre bras d'Orion, sont des régions denses où les ondes de densité compriment le milieu interstellaire et déclenchent la formation de nouvelles étoiles. Pour comprendre ce phénomène, il faut imaginer que le disque galactique n'est pas simplement composé d'astres répartis au hasard, mais qu'il est régi par des vagues gravitationnelles qui accentuent localement la densité en gaz. Au fil du temps, ces sursauts de compression rassemblent les molécules et la poussière dans d'immenses nuages, dont la température, généralement de l'ordre de quelques dizaines de degrés Celsius seulement, favorise la condensation d'éléments chimiques sur la surface de grains glacés. Les bras spiraux ressemblent donc à des couloirs où le gaz s'accumule, où se forment des pouponnières stellaires et où les grains sont exposés à des conditions propices à l'apparition de molécules de plus en plus complexes. Dans ces régions, on trouve des nuages moléculaires géants, appelés ainsi parce qu'ils peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière et contenir une masse considérable de gaz principalement constitué de dihydrogène, un assemblage de deux atomes d'hydrogène. À l'intérieur de ces nuages, la température peut chuter à des valeurs extrêmement basses,
s'établissant parfois en dessous de moins 200 degrés Celsius, même si, pour la simplicité, on gardera à l'esprit que ces milieux sont très froids par rapport à ce que nous connaissons sur Terre. Cette fraîcheur est cruciale, car elle permet à diverses espèces chimiques de s'agréger et de former des pellicules gelées sur les grains microscopiques de silicate ou de carbone. Il s'agit d'un mécanisme essentiel pour la chimie interstellaire, car les particules solides offrent des surfaces où les atomes et les molécules peuvent se rencontrer plus facilement que dans le vide. Lorsque la poussière est recouverte de glace chargée en éléments volatiles comme l'eau ou des composés carbonés, de premières réactions se produisent, conduisant à la synthèse de molécules organiques de plus en plus complexes. Parmi ces nuages, beaucoup baignent dans l'illumination de jeunes étoiles massives qui dégagent d'importantes quantités d'ultraviolets. Pourtant, même au sein de conditions assez violentes en termes de rayonnement, la chimie organique continue de croître sur les grains de poussière. Les bras spiraux sont parfois décrits comme des pépinières stellaires, et dès qu'une étoile se forme, la chaleur qu'elle diffuse entame un processus de transformation des glaces. Certaines molécules plus volatiles vont se sublimer, c'est-à-dire passer de l'état solide à l'état gazeux, tandis que d'autres restent piégées dans des matrices glacées jusqu'à ce que les conditions les en délogent, par exemple lors de chocs induits par des vents stellaires ou des supernovae. Les supernovae, ces explosions de fin de vie d'étoiles massives, libèrent brusquement d'immenses quantités d'énergie et éjectent dans l'espace interstellaire des métaux forgés dans le cœur stellaire. Ce brassage contribue grandement à l'enrichissement du milieu, à l'apparition de nouveaux grains et à la complexification de leur chimie. Il faut se représenter les bras spiraux comme des couloirs dynamiques, où la matière circule, est détruite, recréée et enrichie en déchets précieux issus de générations précédentes d'étoiles. Dans le bras de Persée, que l'on situe en direction de la constellation du même nom, on repère de nombreuses régions de formation stellaire, identifiables par leur émission brillante en ondes radio ou en infrarouge. Les astronomes utilisent souvent le label hydrogène ionisé, noté H2, pour désigner ces énormes bassins de gaz chauffés et ionisés par le rayonnement d'étoiles très chaudes. Dans les images infrarouges, ces régions se dévoilent parfois sous forme de bulles lumineuses où la poussière est chauffée à quelques dizaines de degrés Celsius, ce qui suffit déjà à révéler la présence de divers composés. Dans notre propre bras d'Orion, où se situe notre système solaire, des phénomènes similaires se déroulent. Ce bras est souvent présenté comme un rameau local, moins imposant que le bras de Persée ou le bras du Sagittaire, mais qui abrite tout de même quantité de sites intéressants pour l'étude de la formation stellaire et de la chimie prébiotique. L'une des zones les plus marquantes près de notre système s'appelle la bulle locale, une cavité de gaz plus chaud et moins dense qui entoure le Soleil sur environ quelques centaines d'années-lumière. Elle résulterait de séries d'explosions de supernovae qui auraient balayé et chauffé le gaz ambiant. Dans cette bulle, la densité est trop faible pour permettre la condensation étendue de poussière, mais à ses frontières se trouvent des nuages plus denses où la formation de glace demeure possible. Non loin, on observe la ceinture de Gould, un anneau incliné où se répartissent de nombreux amas ouverts d'étoiles relativement jeunes. Les amas ouverts sont des regroupements de quelques dizaines ou centaines de jeunes étoiles mises ensemble dans un même nuage moléculaire. Ces étoiles, bien qu'encore proches spatialement, finissent par se disperser avec le temps sous l'effet de perturbations gravitationnelles. Au cours de leur passage dans la galaxie, elles contribueront à projeter des poussières et des gaz enrichis dans le milieu alentour, ajoutant leur pierre à l'évolution chimique de notre environnement galactique. Pour identifier ces molécules, les astronomes comptent sur des instruments comme MIRI, embarqués à bord du télescope spatial James Webb. MIRI signifie « instrument infrarouge moyen », et il fournit une capacité de spectroscopie, ce qui veut dire qu'il décompose la lumière infrarouge provenant d'une source lointaine pour mesurer l'empreinte caractéristique des molécules présentes. Dans le cas des glaces, on repère généralement des bandes d'absorption spécifiques. Quand la lumière traverse la poussière recouverte de glace, certaines longueurs d'onde sont absorbées, dessinant un profil qui permet d'identifier la composition chimique. Avant le télescope spatial James Webb, on disposait déjà de satellites capables de sonder l'infrarouge, comme Spitzer ou Herschel. Cependant, JWST va plus loin, car il offre une sensibilité inédite et une résolution spectrale supérieure, permettant de distinguer des signatures qui, auparavant, confondaient ou restaient trop faibles pour être détectées.
Dans notre bras d'Orion, par exemple, on connaît déjà des sites emblématiques, comme la nébuleuse d'Orion, un vaste complexe de gaz et de poussière situé à environ 1300 années-lumière, où la température ambiante avoisine des valeurs négatives, mais où la proximité de jeunes étoiles massives crée des zones plus chaudes, de quelques dizaines de degrés Celsius. Ce contraste de température favorise la coexistence de phases de gaz et de phases gelées, avec des interactions chimiques multiples. MIRI est ainsi capable de sonder ces contrastes et de cartographier la répartition des glaces en fonction de la profondeur dans le nuage, tout en fournissant de précieux indices sur les différentes étapes de la formation stellaire. On espère comprendre comment des molécules simples, telles que le méthanol ou l'acide formique, se combinent pour engendrer d'autres structures plus élaborées, comme celles découvertes dans certains environnements d'extragalactiques. La bulle locale, quant à elle, ne constitue pas un site idéal pour l'observation de ce type de chimie, car sa densité en gaz est trop faible et sa température trop élevée pour que la formation de glace soit importante. Néanmoins, ces confins accueillent des nuages plus denses, et on trouve, ça et là, des rémanents de supernovae ou des filaments de poussière qui se distinguent dans les relevés infrarouges. Les astronomes se penchent sur ces petites zones plus opaques pour détecter les signatures de molécules organiques qui pourraient s'y former ou y transiter, avant d'être transportées plus loin dans la galaxie. Chaque brassage, chaque choc, chaque rayonnement stellaire enrichit ou altère ce réservoir d'éléments, si bien que l'on peut s'attendre à observer des propriétés chimiques différentes d'un point à l'autre, selon l'état d'avancement de la condensation de la poussière et des glaces. Les amas ouverts, qui se forment au sein de ces bras, éjectent parfois leurs étoiles, et avec elles, une partie de leur poussière environnante. Cette dispersion contribue à semer des grains déjà enrichis en molécules d'intérêt dans des zones reculées, où ils pourront s'amalgamer à d'autres nuages. On comprend alors combien les bras spiraux peuvent agir comme des ponts de matière, reliant différents secteurs de la galaxie, et participant à la construction d'une complexité chimique de plus en plus poussée. La collaboration ALMA, qui étudie la physique du gaz en ondes millimétriques et submillimétriques, se joint désormais à JWST pour tenter de couvrir l'ensemble des phénomènes. Alors que JWST examine les signatures de glace par absorption dans l'infrarouge, ALMA scrute les émissions des molécules présentes en phase gazeuse autour des protoétoiles. Cette complémentarité permet de reconstituer toute la trajectoire chimique, depuis la formation d'ondes de densité dans un bras spiral jusqu'à la condensation finale de systèmes planétaires qui pourraient se former bien plus tard. Avec MIRI, chaque bras spiral de notre galaxie pourrait révéler des nuances différentes de cette histoire commune. On s'attend par exemple à ce que le bras du Cygne ou le bras du Sagittaire possèdent leurs propres caractéristiques en termes de température, de structure de nuages et d'abondance de glace. En analysant les signatures infrarouges, on peut non seulement confirmer la présence de molécules déjà connues, mais surtout repérer de nouveaux candidats ayant une importance prébiotique, comme des sucres simples ou des acides aminés rudimentaires. Même si la détection de molécules plus complexes reste un défi, JWST promet déjà de repousser les limites de nos instruments, en offrant une sensibilité qui transforme la compréhension que nous avons de la chimie du milieu interstellaire. Pour les chercheurs, il ne s'agit pas seulement de dresser un catalogue de substances, mais de saisir la dynamique qui mène de l'assemblage des grains jusqu'à la formation de futures générations d'étoiles et potentiellement de mondes habitables. On pénètre à présent dans une région passionnante de la galaxie, où les différentes populations stellaires, réparties sur diverses hauteurs et rayons par rapport au centre, influencent directement la manière dont les glaces organiques se forment et évoluent. Les astronomes qualifient la partie la plus plate et la plus lumineuse de la galaxie de disque mince. Dans ce disque mince, la densité de gaz et de poussière est généralement plus élevée que plus haut ou plus bas dans la galaxie. Les étoiles qui s'y trouvent sont souvent plus jeunes et plus riches en éléments lourds, c'est-à-dire en atomes plus lourds que l'hélium, comme le carbone, l'oxygène, l'azote ou le soufre. Les spécialistes emploient le terme de métallicité pour caractériser la proportion de ces éléments lourds par rapport à l'hydrogène et à l'hélium. Lorsque la métallicité est élevée, les grains de poussière peuvent intégrer plus facilement une diversité d'atomes, ce qui favorise la synthèse de molécules organiques complexes, ces fameuses briques chimiques qui entrent dans la composition des glaces interstellaires. Dans les régions du disque mince, où la métallicité est relativement forte, on s'attend à observer un large éventail de molécules gelées sur les particules de poussière,
car la disponibilité en atomes de carbone, d'oxygène, d'azote et de soufre y est plutôt abondante. Autrement dit, ces principaux ingrédients peuvent s'assembler sur la surface gelée des grains, profitant d'un environnement dans lequel la température et le niveau de rayonnement ultraviolet ne sont pas trop extrêmes, souvent quelques dizaines ou centaines de degrés Celsius, autour de certaines protoétoiles ou dans les nébuleuses denses, afin de former un catalogue remarquable de molécules. Nombre de ces composés, comme le méthanol ou d'autres alcools, se développent grâce à des réactions de surface sur les grains de poussière recouverts d'eau gelée, d'oxyde, de monoxyde de carbone solidifié et d'autres composés également condensés dans la glace. Dans le disque mince, la fréquence de ces réactions est facilitée par la densité de matière interstellaire et le relatif équilibre thermique qui limite la destruction des molécules par le rayonnement ou les chocs. En s'élevant un peu plus haut au-dessus du plan principal, on entre dans ce qu'on appelle le disque épais. Celui-ci se caractérise par une dispersion en altitude plus grande, ce qui signifie que les étoiles y sont réparties sur une épaisseur plus importante. Une grande partie de ces étoiles est plus âgée que celle du disque mince. Elles se sont formées à une époque de la galaxie où la proportion d'éléments lourds n'était pas aussi élevée qu'aujourd'hui, car la métallicité galactique a tendance à augmenter au fil des générations stellaires. Au cours de leur évolution, les étoiles massives produisent des éléments lourds dans leur cœur et les expulsent dans l'espace lorsqu'elles explosent en supernovae, enrichissant le milieu interstellaire. Lorsqu'on se situe dans le disque épais, on retrouve généralement moins d'éléments lourds que dans le disque mince, car la majorité de ces étoiles plus anciennes sont nées à une époque où la galaxie n'était pas encore autant enrichie. On dit alors que la métallicité y est plus faible. Ceci a des répercussions sur les glaces organiques, car la chimie a besoin de carbone, d'oxygène, d'azote et de soufre pour former les molécules complexes. Même si la différence n'est pas radicale par rapport au disque mince, il demeure que la disponibilité moindre de ces éléments peut réduire la variété ou la quantité des composés produits. Néanmoins, la chimie de surface sur les grains de poussière reste possible. Il suffit qu'un noyau de glace subsiste, qu'il reçoive quelques atomes, et ce noyau peut alors servir d'atelier chimique pour la construction de plus grosses structures moléculaires. Par ailleurs, les conditions physiques dans le disque épais peuvent diverger de celles du disque mince. L'irradiation par les rayons cosmiques ou ultraviolets peut être plus ou moins intense, et les collisions entre nuages de gaz peuvent y jouer un rôle différent. Les astronomes essaient de comprendre comment ces variables affectent la réussite, ou non, de l'assemblage des molécules organiques. Dans un milieu moins dense que le disque mince, le rayonnement peut pénétrer plus profondément dans les nuages et détruire certains liens chimiques. Malgré cela, les observations montrent quand même la présence de quelques glaces organiques, signe de la résistance de ces composés, ou du moins de leur capacité à se reformer après une phase de destruction. En remontant encore davantage, on parvient à la limite du halo stellaire. Le halo se présente comme une grande sphère plus ou moins diffuse qui enveloppe la galaxie. Les étoiles qui s'y trouvent sont, pour la plupart, très anciennes et correspondent aux toutes premières vagues de formation stellaire dans la Voie lactée. Leur métallicité est donc souvent extrêmement faible, car la galaxie n'avait pas encore accumulé les éléments lourds créés par plusieurs cycles d'explosion de supernovae. Dans ce halo, la densité de gaz est bien plus faible que dans le disque, et on y rencontre également des amas globulaires. Les amas globulaires sont de grands ensembles d'étoiles extrêmement vieilles, liées gravitationnellement, et dont on pense qu'ils remontent aux premiers âges de la galaxie. Comme ils sont pauvres en métaux lourds, ces amas forment une sorte de laboratoire naturel pour explorer la chimie possible dans un environnement semblable à celui d'une jeune galaxie ou d'un environnement extragalactique où la métallicité est faible. Les astronomes s'interrogent sur la capacité de ce milieu à abriter des glaces organiques, compte tenu du fait que le taux de carbone, d'oxygène, d'azote et de soufre y est très bas et que la quantité de gaz moléculaire y est limitée. Pour former des glaces complexes, il faut des grains de poussière qui servent de support, mais aussi un minimum d'atomes lourds. Dans le halo, on en trouve parfois sous forme de poussière éjectée par des phases de supernovae primitives ou par des vents d'étoiles géantes rouges. Ces grains, bien que moins riches en éléments, peuvent encore ponctuellement accueillir quelques processus chimiques. Les télescopes modernes, comme JWST,
ou d'autres observatoires dans l'infrarouge cherchent justement à repérer des signatures de molécules organiques dans le halo, car cela permet de tester la robustesse de la chimie prébiotique dans des conditions extrêmes. Le halo stellaire n'est pas homogène. Certaines régions se sont formées lors de collisions ou d'accrétions passées. Il arrive que de petites galaxies satellites, dépourvues d'éléments lourds, se soient fondues dans la Voie lactée, contribuant que leur population d'étoiles et de gaz. Par ce phénomène, la galaxie peut hériter d'amas globulaires plus ou moins riches en poussières exotiques. Les astronomes font actuellement des études précises pour distinguer la composition chimique de ces amas globulaires d'origine interne, formés dans la galaxie elle-même, et de ceux acquis par fusion avec des galaxies satellites. Cette distinction peut s'appuyer sur la signature en éléments lourds que l'on détecte dans les étoiles ou dans les restes de poussière. Quand on veut comprendre la chimie des glaces, on s'intéresse fortement à la présence d'oxygène, de carbone, d'azote, de soufre, de phosphore et de quelques autres éléments clés. Ils sont indispensables pour former les blocs de base de la vie, tels que les acides aminés ou les sucres. Même si ces molécules biologiquement pertinentes sont complexes, elles découlent souvent de chaînes de réactions qui démarrent sur des glaces interstellaires plus simples. Les scientifiques qui se spécialisent dans l'astrochimie cherchent à relier ces processus à la métallicité globale du milieu où ils se produisent. Ainsi, lorsque le halo présente des valeurs de métallicité comparables à certaines galaxies naines, il devient une sorte d'analogue local d'environnements extragalactiques, permettant d'approfondir nos connaissances sur la capacité de la matière à évoluer vers la complexité moléculaire hors de la Voie lactée. Parallèlement, la question du rayonnement revêt une importance cruciale. Dans le halo, les étoiles massives sont plus rares que dans le disque, mais certaines sources ponctuelles de rayons cosmiques ou de photons ultraviolets extrêmes peuvent exister, notamment près des naines blanches chaudes ou de restes de supernovae. Quand ces rayonnements interagissent avec les glaces, ils provoquent parfois des cassures dans les molécules, générant des radicaux libres. Ceux-ci peuvent aussitôt se recombiner différemment et former de nouvelles liaisons chimiques, produisant ainsi des molécules plus complexes. L'irradiation peut donc avoir deux effets contraires: la destruction de certaines structures existantes, mais aussi l'opportunité d'engendrer des composés nouveaux par recombinaison de ces fragments. Le résultat net dépend de l'équilibre entre les doses de rayonnement reçues et la capacité de la glace à se reconstituer ou à se protéger. L'abondance totale d'atomes lourds reste cependant l'élément fondamental qui limite la formation de COM, abréviation courante pour désigner les molécules organiques complexes. Dans un halo très pauvre, on ne pourra guère dépasser l'émergence de quelques composés relativement simples, sauf dans des recoins particuliers où la densité de matière première est un peu plus élevée. Cet équilibre chimique, modulé par la hauteur au-dessus du plan galactique, vient également s'ajuster le long du rayon de la galaxie. Plus on s'éloigne du centre, plus la composition chimique et le niveau de rayonnement changent. On parle souvent de gradient radiant de métallicité. Il exprime le fait que, dans le centre galactique, la métallicité est plus élevée, en raison d'un taux de formation stellaire plus intense dans le passé et de l'accumulation répétée des restes d'explosion de supernovae, tandis que dans les régions externes, la métallicité diminue graduellement. On retrouve un phénomène similaire dans la direction verticale, entre le disque mince et le halo. On observe ainsi un gradient vertical de métallicité qui se superpose au gradient radial. Tous ces facteurs influencent la chimie des glaces. Lorsque la métallicité est plus faible, c'est un peu comme s'il manquait des ingrédients indispensables au processus de construction chimique. Il est possible que la formation de certains composés, notamment les plus longs et les plus complexes, deviennent extrêmement rares ou se produisent à des vitesses beaucoup plus lentes. À l'inverse, quand la métallicité est supérieure, la chance d'avoir accès à tout le panel de briques atomiques augmente, et la diversité chimique peut exploser. Cela explique, en partie, pourquoi l'on détecte aisément des signatures de composés avancés autour de jeunes étoiles situées dans les bras spiraux intérieurs, tandis que cela devient plus ardu dans le halo externe ou dans certains amas globulaires archaïques. Les astronomes espèrent, dans un futur proche, cartographier encore plus finement ces différences de composition. Les instruments sensibles à l'infrarouge, comme le MIRI installé sur le télescope spatial JWST,
permettent de repérer dans les spectres de la lumière absorbée ou émise la signature de certaines molécules. Les bandes d'absorption dans l'infrarouge moyen, associées aux vibrations internes des molécules, sont un indice direct de l'existence de glaces organiques sur les grains de poussière. Même si les observations dans le halo sont plus difficiles car la densité de matière est faible, toute détection d'une variété de composés y serait un signal fort que l'univers parvient à orchestrer de la chimie complexe, même quand les conditions semblent moins hospitalières. La confirmation de glaces riches en méthanol, en acide acétique ou en d'autres molécules importantes là-haut pourrait nous renseigner sur les scénarios plausibles de chimie prébiotique à l'échelle cosmique, en dehors des régions habituelles de formation stellaire. Par la suite, si l'on découvrait que ces molécules peuvent survivre ou même se développer davantage quand ces grains migrent ou tombent vers des zones plus denses, on se retrouverait avec une image dynamique de la façon dont la matière circule au sein de la galaxie, semant potentiellement ça et là des ingrédients prêts à former des briques encore plus élaborées de la matière organique. Le halo revêt aussi un grand intérêt pour étudier comment la composition en éléments lourds influence la taux de survie de la poussière. Si les grains sont attaqués en permanence par les rayons cosmiques, leur enveloppe glacée peut être détruite, exposant l'intérieur minéral à des réactions différentes ou entraînant la sublimation de la glace dans l'espace vide. L'étude des amas globulaires, et parfois des courants d'étoiles qui s'en échappent, révèle des indices sur les stocks de poussière emportés par les vents stellaires. Dans l'espoir de mieux comprendre cet aspect, on combine souvent l'imagerie infrarouge, la spectroscopie submillimétrique et les relevés d'étoiles à haute résolution spectrale. Ainsi, on parvient à recouper la proportion de différents isotopes d'oxygène ou de carbone, ce qui nuance encore la chimie globale et permet de distinguer l'héritage de chacune des populations stellaires. La zone la plus externe du disque galactique, souvent qualifiée de confins stellaires et gazeux, est le théâtre d'une danse lente mais déterminante pour la forme générale de la galaxie. Historiquement, les astronomes ont d'abord cartographié la distribution des étoiles dans la partie la plus dense du disque, proche des bras spiraux bien connus, avant de s'intéresser à ces régions plus ténues, jusqu'alors difficiles à observer. Avec l'amélioration continue des instruments à longue portée, ils ont commencé à identifier un phénomène inattendu. Le disque galactique semble légèrement plié vers le haut dans certaines zones et vers le bas dans d'autres. Un effet nommé warp ou gauchissement. Cet effet se manifeste particulièrement à grande distance du centre, dans ces secteurs où la densité en gaz et en poussière diminue fortement. Les théories initiales pour expliquer cette déformation reposaient sur l'influence gravitationnelle des galaxies voisines ou sur des interactions passées avec des amas de matière sombre. Les chercheurs ont ainsi retracé l'histoire dynamique de notre galaxie, comprenant que ce pli pouvait résulter d'une forme de guerre gravitationnelle entre la masse galactique principale et l'attraction de satellites cosmiques comme certaines petites galaxies proches. Aujourd'hui, cet état de fait est établi. Le disque n'est pas parfaitement plat, et sa bordure oscille verticalement, formant une sorte d'ondulation qui se propage lentement. La différence entre la partie centrale riche en étoiles et les confins du disque ne se limite pas à la présence de ce gauchissement. Dans ces contrées externes, la densité du gaz interstellaire chute considérablement, ce qui signifie que la formation stellaire y est moindre et les nuages moléculaires y sont plus dispersés. Pourtant, ces zones ne sont pas dépourvues de phénomènes intéressants, notamment en ce qui concerne la chimie des glaces qui se forment à la surface des grains de poussière. Les chercheurs s'intéressent depuis plusieurs années à la possibilité que l'exposition prolongée à un rayonnement ultraviolet plus intense, combinée à une rareté de la matière, puisse altérer la composition chimique de ces glaces et ralentir la production de molécules organiques complexes. Lorsqu'on s'éloigne du centre galactique, on constate que les températures y sont souvent plus basses, avec des valeurs pouvant descendre vers des dizaines de degrés Celsius en dessous de zéro, même dans des nuages relativement protégés. La rareté du gaz et la plus grande intensité du rayonnement interstellaire local peuvent favoriser la photolyse, un mécanisme dans lequel des photons suffisamment énergétiques brisent les liaisons moléculaires, réinitialisant ainsi le processus de formation de composés plus massifs. De fait, on suppose que cette action répétée de la lumière, jointe aux chocs sporadiques causés par la rencontre de nuages, pourrait freiner ou modifier significativement le développement d'espèces précurseurs de la vie. Au-delà de la découverte de ce gauchissement, une autre structure continue de fasciner les spécialistes, l'anneau de Monocéros,
qui fut dévoilé il y a quelques décennies grâce à des relevés stellaires de grande ampleur. Cet anneau est composé d'étoiles et de nuages de gaz en orbite autour du centre galactique, à une distance d'environ plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière. Certains scénarios suggèrent qu'il proviendrait des vestiges d'une petite galaxie naine qui aurait été absorbée par la nôtre, laissant derrière elle une traînée courbe à la frontière du disque. D'autres y voient plutôt le résultat d'ondes de densité qui, en se propageant dans la galaxie, auraient agrégé matière et étoiles en une ceinture diffuse. Quelle qu'en soit l'origine et la chronologie précise, cette structure raconte les interactions passées, parfois violentes, entre la Voie lactée et son environnement périphérique. L'anneau de Monocéros est devenu un vaste laboratoire à ciel ouvert pour étudier la dynamique de ses confins galactiques, mais aussi pour comprendre le rôle du brassage de la matière dans le maintien ou la dissolution des glaces organiques présentes sur les grains de poussière. La forte probabilité que cet anneau résulte d'un phénomène d'accrétion externe attire tout particulièrement l'attention des astrophysiciens. En effet, lorsque deux systèmes galactiques entrent en interaction, leur champ gravitationnel déclenche, chez chacun, des marées cosmiques susceptibles de disséminer étoiles et gaz loin de leur région d'origine. Au cours des centaines de millions d'années qui suivent, ces flux de matière forment parfois de véritables rivières stellaires, dans lesquelles le gaz, la poussière et même des fragments de nuages moléculaires se retrouvent entraînés bien au-delà des zones habituelles de formation stellaire. Si des glaces organiques existent sur les grains de poussière, elles sont alors soumises à des contextes physiques inédits. Champs de gravité fluctuants, collisions avec un milieu interstellaire plus ténu, exposition accrue au rayonnement ultraviolet. Sans oublier les variations de température qui peuvent osciller de plusieurs dizaines de degrés Celsius selon la densité locale du milieu. L'anneau de Monocéros se présente ainsi comme l'illustration moderne d'une galaxie en perpétuelle réinvention, où les éléments chimiques et les molécules subissent un véritable tourbillon d'influences, parfois défavorables à leur survie ou à leur complexification, parfois stimulantes pour l'émergence de nouveaux assemblages. En examinant la périphérie de la galaxie, les scientifiques comparent souvent la quantité de métaux et d'éléments lourds à celle observée dans leur région de référence, proche du Soleil. On qualifie de métallicité la proportion d'éléments plus lourds que l'hélium présents dans une étoile ou dans un nuage de gaz. Les études récentes montrent qu'au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre galactique, la métallicité tend à diminuer. Les étoiles massives, responsables de la synthèse de nombreux éléments lourds, sont plus rares dans les extérieurs, ce qui contribue à appauvrir le milieu en composants cruciaux pour la formation de molécules complexes. La Voie lactée affichant déjà un gradient de métallicité en son sein, la comparaison avec le Grand Nuage de Magellan, zone à métallicité inférieure, offre un parallèle intéressant. Dans ce dernier, on a constaté que des molécules organiques complexes pouvaient se former, voire subsister, malgré un manque relatif d'éléments lourds. L'étude de nos confins galactiques, y compris l'anneau de Monocéros, sert donc de miroir local. Si certains environnements externes de la Voie lactée partagent des caractéristiques de faible métallicité, cela laisse penser que la chimie organique pourrait s'y développer également, tout en présentant des variations liées aux conditions particulières de température, de densité et d'irradiation. Les chercheurs cherchent maintenant à déterminer dans quelle mesure ces confins, soumis à un rayonnement ultraviolet plus pénétrant, peuvent héberger et protéger des glaces aux propriétés complexes. L'observation des grains de poussière, ces petits agrégats solides de quelques micromètres, est alors cruciale. Ils se comportent comme des supports pour la formation de molécules. Dans un environnement où la densité est faible, la probabilité que des atomes se rencontrent et forment de nouveaux liens chimiques est plus faible. Mais si les grains de poussière parviennent à piéger des atomes d'hydrogène, d'oxygène et de carbone, ils peuvent catalyser des réactions. En parallèle, l'exposition au rayonnement peut détruire ces molécules naissantes, engendrant un cycle continu de création-destruction bien plus poussé que dans les régions plus denses du disque. Enfin, les phénomènes comme le warp, c'est-à-dire l'inflexion du disque, peuvent redistribuer la matière, acheminant ou dispersant les grains selon les variations de densité. Lorsque ce couplage gravitationnel se superpose aux marées liées aux interactions passées, on obtient un paysage évolutif
dans lequel la chimie est loin d'être figée et peut suivre des chemins souvent imprévisibles. Pour caractériser plus précisément les conditions physiques dans ces zones éloignées, on s'appuie aujourd'hui sur des données issues de différents observatoires au sol et dans l'espace. Les radiotélescopes permettent notamment de détecter le rayonnement émis par des molécules simples comme le monoxyde de carbone, qui, même à de très basses températures, rayonnent dans une portion du spectre électromagnétique, permettant de mesurer la distribution du gaz. Les télescopes infrarouges, quant à eux, peuvent repérer les signatures d'absorption des glaces, en particulier dans des longueurs d'onde moyennes, où le méthanol ou d'autres composés organiques montrent des raies spécifiques. En combinant ces informations, on dresse une carte à la fois chimique et dynamique qui met en relief les zones plus ou moins irradiées, plus ou moins denses. Les analyses se prolongent en laboratoire, où l'on tente de reproduire les conditions observées. Placer des mélanges de glace à des températures de l'ordre de moins 100 degrés Celsius, les bombarder avec un flux ultraviolet simulé, pour comprendre comment des alcools et d'autres molécules complexes se forment, se transforment ou se décomposent. Ainsi, la frontière du disque est scrutée comme un espace propice pour éprouver les hypothèses sur la robustesse de la chimie organique dans un environnement limite, qui n'a pas la richesse ou la protection du cœur galactique. Au fil du temps, la compréhension de la géométrie du disque et des interactions qui le façonnent a grandi avec chaque nouvelle campagne d'observation. Les scientifiques ont par exemple remarqué que le phénomène de warp n'est pas nécessairement statique. Il peut osciller, se déplacer lentement autour du centre galactique, voire s'atténuer ou s'amplifier selon la fréquence et la puissance des interactions externes. D'anciennes collisions avec des galaxies naines ont laissé des traces visibles par la répartition des étoiles âgées et par l'inclinaison du disque dans ces régions reculées. Cela rappelle que la galaxie n'est jamais vraiment figée dans son évolution. La couronne circumgalactique, souvent décrite comme le halo extérieur ou la vaste enveloppe gazeuse entourant une galaxie, forme une sorte de frontière mouvante entre l'espace galactique plus dense et le vide intergalactique. Elle s'étend généralement jusqu'à environ 200 à 300 kPa à partir du centre galactique, ce qui représente une distance considérable si l'on compare cette échelle à celle du disque principal de la Voie lactée. Pour rappel, un parsec équivaut à un peu plus de 3 années-lumière, et un kiloparsec correspond donc à 1 millier de parsec, ce qui rend ces distances incroyablement grandes à l'échelle humaine. Malgré son apparence presque vide, cette zone abrite un réservoir de gaz chaud ou tiède qui n'est pas toujours aisément détectable dans les longueurs d'onde habituelles. Selon les mesures les plus récentes, les températures à l'intérieur de cette enveloppe peuvent atteindre plusieurs millions de degrés Celsius, ce qui est suffisamment élevé pour que la majorité du gaz présent ne se condense pas facilement en molécules complexes. Ceci explique en partie pourquoi les observations directes d'astromolécules dans cette portion extérieure de la galaxie se révèlent compliquées et rares. Toutefois, même si on n'y trouve pas facilement d'assemblages complexes et froids comme de la glace ou des molécules organiques grandes, la couronne circumgalactique n'en reste pas moins cruciale dans le cycle global de la matière baryonique. La matière baryonique est la matière ordinaire, composée de protons, de neutrons et d'électrons, par opposition à la matière noire ou à l'énergie sombre. Dans le cadre de la Voie lactée, on pense que ce halo de gaz autour du disque galactique agit comme un réservoir capable de fournir du carburant frais au sein de la galaxie, tout en participant à l'éjection de matière lorsque celle-ci est réchauffée ou expulsée par des phénomènes violents, tels que des explosions de supernovae ou des vents stellaires massifs. Ainsi, la couronne circumgalactique sert de zone tampon, un peu comme une barrière semi-perméable où s'effectuent des échanges permanents entre l'intérieur et l'extérieur de la galaxie, régulant les flux d'éléments chimiques, la formation de nouvelles étoiles et la dynamique du gaz interstellaire. Ce réservoir gazeux, bien que difficile à explorer par spectroscopie directe étant donné la rareté du signal d'éléments plus complexes, n'est pas totalement coupé de toute activité chimique. Les rayonnements issus du centre galactique ou d'autres sources de haute énergie peuvent irradier et ioniser les atomes présents, tandis que certaines parcelles de poussière, parfois arrachées à des nuages plus denses du disque, peuvent s'y aventurer. Cependant, les densités extrêmement faibles de la couronne circumgalactique ne favorisent pas la rencontre efficace entre particules nécessaires à la création de molécules volumineuses, surtout celles que l'on qualifie de prébiotiques. Pour que des molécules organiques complexes puissent se former, on a besoin d'interactions chimiques répétées sur des grains de poussière glacée,
dans des environnements plus tempérés où des températures inférieures à 0 lui permettraient de conserver un manteau de glace. Dans la couronne circumgalactique, la chaleur intense et la faible disponibilité en grains stables rendent ce genre de chimie moins probable, même si de fines particules peuvent subsister dans certaines régions plus tranquilles. C'est dans cette interface discrète, entre l'espace lointain et le cœur de la Voie lactée, que les flux en provenance des nuages de Magellan entrent en jeu. Les nuages de Magellan, qui sont des galaxies naines satellites de la nôtre, se situent à plus de 150 000 années-lumière, soit environ 46 kPa du centre galactique. Ils interagissent gravitationnellement avec la Voie lactée, créant de vastes rubans de gaz connus sous le nom de courant magellanique ou Magellanic Stream, ainsi qu'une structure appelée pont magellanique. Le courant magellanique est un flot colossal de gaz étiré dans l'espace, arraché en partie aux nuages de Magellan et s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière. À mesure qu'il serpente derrière la petite et la grande nuée de Magellan, il transporte hydrogène, hélium et d'autres éléments légers, ainsi que possiblement des poussières. Ce flux vient effleurer la couronne circumgalactique de la Voie lactée et peut finir par y pénétrer, alimentant ainsi le halo en gaz. 9. C'est un processus lent, mais continu, qui renouvelle insidieusement le contenu du halo et, potentiellement, prépare à la fois la galaxie hôte et les galaxies satellites à de futures formations stellaires. Le pont magellanique, quant à lui, relie plutôt la grande et la petite nuée de Magellan l'une à l'autre, offrant un chemin physique sur lequel la matière peut également transiter. Ce pont est composé de gaz et, par endroits, de concentrations de poussière, ce qui suggère un échange chimique continu entre ces deux systèmes nains. Lorsque certaines parties de ce pont s'étirent sous l'effet des forces de marée galactique et que des fragments en dérivent, elles peuvent s'enfoncer dans la couronne circumgalactique ou descendre vers les zones plus internes de la Voie lactée. À cette échelle, on peut imaginer que la chimie organique, si elle existe déjà dans des segments du pont ou du courant magellanique, puisse pénétrer progressivement dans la périphérie de notre galaxie, s'y mélanger, et peut-être s'en trouver altéré par les conditions extrêmes du halo extérieur. La question de l'origine et de la trajectoire de la chimie organique dans ces flux intergalactiques reste ouverte, d'autant plus que les environnements pauvres en métaux et en poussière, comme ceux que l'on trouve parfois dans la grande nuée de Magellan, peuvent paradoxalement receler des surprises en termes de fabrication de petites briques prébiotiques. Les métallités subsolaires, c'est-à-dire des proportions en éléments lourds plus faibles que celles mesurées dans le Soleil, ne freinent pas complètement l'apparition de composés carbonés sur les grains glacés. Les récentes observations, qui ont confirmé la présence de plusieurs molécules complexes dans la glace autour d'une jeune étoile formée dans ce type d'environnement, révèlent que la synthèse organique peut se produire de manière plus généralisée que l'on ne l'imaginait. C'est ici qu'entre en résonance la découverte faite dans le grand nuage de Magellan, où des alcools et d'autres composés ont été identifiés dans un cocon gelé, démontrant que la chimie sur grains, même dans un milieu baigné d'ultraviolets intenses et caractérisé par une faible abondance en métaux, demeure étonnamment efficace. De là, si des flux gazeux en provenance de cette région parviennent à franchir la distance qui les sépare de notre halo, on peut se demander si les graines d'une chimie prébiotique ne sont pas disséminées sur des échelles galactiques ou même intergalactiques, bien avant de se déposer sur des disques protoplanétaires. Cette hypothèse, encore spéculative, soutient l'idée que la chimie organique, dans des conditions adaptées, peut se propager à large échelle et que la formation de molécules d'intérêt pour l'apparition de la vie est loin d'être strictement cantonnée aux régions à forte métallicité ou aux seuls recoins protégés de notre propre galaxie. Lorsque l'on s'éloigne progressivement du cœur de notre galaxie, la Voie lactée, on atteint des régions où la densité d'étoiles décroît et où la lumière se fait plus discrète. Plus on avance, plus l'on remarque que le gaz interstellaire se raréfie et que les grands nuages moléculaires se dispersent pour ne laisser subsister qu'un halo ténu autour de la galaxie. Cette zone éloignée, qualifiée d'enclos gravitationnel, est circonscrite par ce que les astronomes nomment le rayon de Virial galactique, une distance approximative au-delà de laquelle la Voie lactée n'exerce plus une influence gravitationnelle dominante sur la matière environnante. Pour la Voie lactée, cette frontière se situerait à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière de son centre, parfois estimée à environ 200 kPa, ce qui équivaut à plus de 650 000 années-lumière. Au cœur de cette frontière dynamique, les étoiles, la matière interstellaire et les courants de gaz sont toujours liés, mais, passé ce seuil,
Notre galaxie n'a plus le contrôle quasi exclusif qui règne dans ses régions internes. Au-delà de cette limite se trouve le groupe local, un ensemble de galaxies liées entre elles par la gravitation, dont les plus grandes représentantes sont la Voie lactée, la galaxie d'Andromède, souvent appelée M31, et la galaxie du Triangle, aussi appelée M33. Autour de ces mastodontes, on trouve de plus petites galaxies satellites, classées comme naines, qui suivent des trajectoires complexes et peuvent parfois croiser la route de courants de gaz intergalactiques. Dans ces zones, la matière prend la forme de filaments diffus et d'amas stellaires errants, dessinant au loin une toile cosmique. Cette étendue n'est pas un vide absolu. Il y circule un plasma ténu et quelques nuages d'hydrogène capables de s'accumuler sous l'impact gravitationnel. Certains de ces nuages, arrachés à des galaxies plus lointaines, sont susceptibles de transporter de la poussière interstellaire et des molécules de plus grande complexité. Ainsi, les astronomes suspectent que les mouvements perpétuels de la matière entre galaxies favorisent la diffusion de certains éléments, dont les composés organiques complexes, au-delà des confins de la Voie lactée. Cette présence potentielle de molécules organiques complexes au-delà des frontières de la Voie lactée suscite un vif intérêt dans le domaine de l'astrobiologie, car elle évoque la possibilité que les bases de la vie, ou tout au moins certains de ses précurseurs chimiques, puissent s'assembler dans différents endroits de l'univers sans se cantonner à notre galaxie. Dans notre approche de la chimie du vivant, on considère souvent que les composés organiques complexes, comme les alcools ou les acides carboxyliques, jouent un rôle déterminant pour l'émergence d'acides aminés ou de sucres primitifs. La mise en évidence de tels composés sous forme de glace, accrochés à des grains de poussière, indique qu'ils peuvent être préservés dans des environnements très divers, y compris dans des nuages balayés par un rayonnement ultraviolet intense ou dans des coins reculés du cosmos. Chaque fois qu'une étoile se condense au sein d'un nuage de gaz, une partie de ces composés déposés sur les grains de poussière peut être intégrée à la nébuleuse en formation, offrant ainsi un réservoir chimique qui pourrait servir de point de départ à des réactions plus complexes. Le télescope spatial James Webb, grâce à sa capacité de spectroscopie dans l'infrarouge moyen, représente l'outil idéal pour examiner ces glaces directement dans des régions éloignées, qu'il s'agisse de la périphérie de la Voie lactée ou de galaxies plus distantes comme celle du groupe local. En observant la signature en absorption produite par les molécules gelées dans les grains de poussière, les chercheurs peuvent ainsi déduire la composition chimique de ces amas glacés. Lorsque le rayonnement venant d'une étoile lointaine traverse ces couches de glace, il subit de légères modifications à des longueurs d'onde spécifiques, trahissant la présence de composés particuliers. Cette technique, qui exige une sensibilité extrême, permet de mettre en évidence non seulement des espèces relativement simples comme l'eau ou le dioxyde de carbone, que l'on devrait écrire en toutes lettres, mais aussi des structures plus complexes, telles les alcools ou les acides organiques, qui font directement écho aux briques prébiotiques recherchées par les scientifiques pour élucider les origines de la vie.